Je vous propose maintenant, parce que là, il n'y a plus rien à voter, eh ben, c'est de laisser la place à Bertrand, qui va nous parler de sa pratique, des gros trous de nez des chevaux. Je lui ai dit quand on s'est parlé par téléphone que ça m'impressionnait parce que les chevaux ont de grosses dents, de grosses narines et de grosses têtes. En fait, ce sont de gros animaux. Et il y en avait même un devant moi quand j'étais sur un de leurs copains, sur son dos, qui m'avait donné un coup de sabot qui destinait à mon cheval à moi. Donc, ça peut, là, ça peut être, bon, ça peut foutre les chocottes à ceux qui ne sont pas forcément à l'aise dessus. Et il va nous parler des émotions et de la manière dont le cheval les ressent et comment nous, on peut ressentir peut-être quelque chose en lien avec le cheval. Top départ. Bertrand, à toi. Merci, Arlène. Bien, écoutez, c'est un grand plaisir de prendre la parole et d'être accueilli par la CDU et de faire suite à Harley et à... je ne te connais pas bien, mais voilà, je te vois haut en couleur, avec beaucoup de rouge, beaucoup de bleu. Mais ce que je vois surtout chez toi, c'est surtout beaucoup de jaune, beaucoup de rayonnement, beaucoup d'optimisme. Et voilà, c'est rayonnant d'être avec vous. Et pour rebondir sur ce que tu disais, qu'effectivement, le cheval, c'est un gros animal. Alors, ça n'a pas que des grosses dents et des grosses narines. Hein, ça fait facilement 600, 700, 800, 900 kilos, même peut-être plus. Et donc, c'est un animal qui est très imposant et qui nous met rapidement dans des zones de vulnérabilité où on va chercher finalement à agrandir ces zones de confort dans des situations qui, lorsqu'on ne connaît pas le cheval, peuvent nous stresser. Et donc, ça nous permet de nous connecter à des ressources que parfois on ne sait pas avoir, on ne se reconnaît pas forcément. Et donc, on travaille pas mal sur ces notions de transfert, transfert d'apprentissage d'une situation avec un cheval dans une situation professionnelle, une problématique personnelle, ou dans la vraie vie, on va dire, la vie profane. Quand Arlène m'a proposé de faire une conférence, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être une conférence d'un coach pour des coachs? Je me dis que ça ne peut être qu'un partage, ça peut être qu'un témoignage, de vous parler comment je fais ce que je fais, d'où je viens, et ce qui m'intéresse, ce que j'y trouve, comment j'y trouve du plaisir, comment je gagne ma vie avec cette activité, ou ces activités, parce que je ne fais pas que de l'équipe-coaching. D'ailleurs, je n'ai pas dit bonjour aux Zoom Friends. Bonjour Benoît, bonjour Nat, il y a bonjour Robert et bonjour Marie. Voilà. Alors, c'est un peu se foutre à poil, forcément, de faire une conférence, partager en tant que coach avec des coachs, c'est se foutre à poil. Et donc, je suis un peu, je vais vous parler de moi. Moi, je viens du monde du sport. C'est vraiment de là que je suis née. Je suis née dans le sport. Mon père était professeur de psychopédagogie pour des futurs professeurs d'éducation physique. Il a écrit plein de bouquins sur les transferts d'apprentissage dont on parlait. Donc voilà, je suis l'évolution de ce que mes parents ont fait de moi et de ce que le sport a fait de moi. Avant de faire de l'accompagnement, ça fait depuis 2008 que j'ai monté mon cabinet de coaching. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le sport business. Dans le sport business, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est le sponsoring, c'est les retransmissions de télévision, tout ça. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans le monde avec le sport. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai aussi étudié en France avec une maîtrise de gestion du sport. J'ai fait un MBA aux États-Unis. Après, je suis allée me former à HEC, notamment sur le coaching et je donne des cours actuellement à HEC sur le thème du leadership et sur la quête de sens.
dans le leadership. Et je trouve ça assez merveilleux qu'une école de commerce qui ait cette image de marque qui me plaît pas, au départ, s'intéresse au sens, hein, la quête de sens dans le management et dans le leadership. Et le leadership, est un des sujets qu'on aborde très facilement avec les chevaux. Donc, je viens du monde du sport, professionnellement, mais aussi à titre individuel, puisque je suis athlète de haut niveau. Je termine là depuis 1 an à peu près une carrière de stand-up paddler d'ultra longue distance. Alors, ça ne vous parle peut-être pas trop. Le stand-up paddle, c'est cette grande planche qui peut faire jusqu'à 5,25 m, sur laquelle on rame debout, donc avec une pagaie, stand-up, un numéro, et paddle, une pagaie. Et l'ultra longue distance, ce sont des grandes distances. Voilà, j'ai fait des courses dans différents océans du monde jusqu'à 350 km, 200 km. Ma dernière course, c'était de la Corrèze à la mer. Hein, donc ça fait toute la Dordogne, toute la Garonne, puis après on se retrouve jusqu'à Royan. Je me suis beaucoup intéressée à la cohésion, enfin à l'unité corps-esprit. J'ai beaucoup travaillé dans le désert avec des courses comme le marathon des sables et j'étais assez intéressée de comprendre ce qui motive. Et donc, on va parler de motivation primaire ou motivation profonde par rapport aux motivations secondaires. Hein. Où est-ce que je trouve du plaisir dans ce que je fais et pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça me permet? Hein, pourquoi je travaille et comment je prends du plaisir dans mon travail? Primaire, secondaire. Hein. Donc, la vie, c'est finalement aussi trouver un peu un équilibre entre ces motivations primaires et ces motivations secondaires. Donc voilà, je viens du sport et je viens du monde de la performance. Et la performance non pas maximale, mais plutôt la performance optimale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on atteint un objectif que l'on se souhaite, c'est-à-dire qu'on connaît le succès et comment on se donne les moyens d'aller à ce succès. Et le succès, c'est finalement rien d'autre que de vivre une expérience que l'on sait souhaiter. Alors, on peut se souhaiter, oui, on peut se souhaiter de vivre une performance maximale, par exemple de battre le record du monde du 100 mètres haies. Alors moi, je coach des athlètes de haut niveau, je coach des athlètes de bas niveau, même des sportifs de loisirs. Je travaille beaucoup dans le monde du golf, qui est un sport où il y a beaucoup de mental et beaucoup de relâchement nécessaire, de concentration, d'énergie, de calme, qui sont vraiment les 3 grandes, je dirais, les 3 grands piliers de la performance, hein, concentration, énergie, calme. Et puis, j'accompagne des dirigeants, j'accompagne des managers. Alors, en formation en management, hein, comme probablement un certain d'entre vous, en coaching individuel et en coaching d'équipe. Et ce qui m'intéresse, c'est comment finalement, avec nos préférences naturelles, avec ce que l'on est, voilà, moi je vois un Harley qui rayonne de jaune, qui a toutes ces belles qualités du jaune optimiste, très à l'aise en public, et comment on développe des compétences pour s'adapter à un environnement. Donc, moi, mon environnement, j'habite en région parisienne, j'habite dans un monde où il y a beaucoup de chevaux, j'habite dans la campagne, loin dans les Yvelines, et puis je vis avec la nature, je suis très proche de la nature, et je suis un animal comme les animaux avec lesquels on travaille. Donc on est tous des animaux et on fonctionne avec nos instincts d'animaux et nos préférences comportementales naturelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une préférence comportementale naturelle? Donc, vous le savez bien, hein, c'est moi, quand je croise les bras, je croise les bras souvent comme ça. Croisez les bras, s'il vous plaît. Croisez les bras, chers amis. Voilà. Et puis maintenant, je vous demande tout de suite maintenant de croiser les bras dans l'autre sens. Alors voilà, là il y a un peu de mal, effectivement. C'est moins instinctif. Comment je fais? C'est moins instinctif. Donc là, on touche du doigt, on touche du doigt la différence entre un comportement naturel
et une compétence. Ah, il n'a pas encore compris. Vraiment, je ne suis que président. Donc voilà, en fait, on a des ressources auxquelles on accède plus facilement, c'est-à-dire une zone de confort, et puis ensuite on est capable d'accroître ces zones de confort en allant vers l'inconnu, vers l'adaptation à l'environnement. Et c'est ça qui m'a toujours porté, c'est cette notion de l'homme romain, c'était le progredient, c'était évoluer vers le succès, mais aussi grâce à l'échec. C'est-à-dire comment j'apprends de mon échec, et puis qu'est-ce que je me souhaite, et surtout comment aussi je peux évaluer mes petits succès. Donc que ce soit en sport, Pierre-Yves, qui est un spécialiste de la prise de parole en public, en prise de parole en public, enfin, quelles que soient les compétences que l'on se souhaite acquérir, en partant de ce que l'on est, fondamentalement. Donc, il y a vraiment cette idée fondamentale qui est j'apprends à mieux me connaître pour savoir où j'ai envie d'aller. Et c'est en cheminant que je vais découvrir des choses sur moi-même qui vont me permettre finalement d'avancer dans la vie. Donc moi, c'est ça qui m'a porté vers les sports d'ultra longue distance, où en fait, cette performance optimale, c'est globalement le flow, que peut-être certains d'entre vous connaissent, cette approche de Mihaly Csikszentmihalyi, ce chercheur hongrois qui avait émigré aux États-Unis et qui parlait d'une unité corps-esprit qui passe par une tension extrême du corps et de l'esprit au même moment. Et qui se reconnaît par des critères comme une distorsion du temps, c'est-à-dire ce qui me paraît très court finalement est très très long, ou ce qui est très long paraît très court, selon chacun, comme fonctionner en pilote automatique. Je suis golfeur et en fait j'ai l'impression que sans réfléchir, je fais un coup parfait parce que j'ai pas besoin d'accéder à mon rationnel. Mon corps a automatisé des réflexes et la notion d'effort physique. Alors, j'ai compris que vous aviez eu une conférence d'un préparateur mental, mais la notion d'effort physique est l'illustration même de la cohésion entre le corps et l'esprit. Parce que donc, dans l'effort physique, le corps est mis à l'épreuve, mais qu'est-ce qui lui permet de tenir cet effort? Et moi, dans l'ultra longue distance, on peut même parler de mise en situation de survie, réellement, quand il m'est arrivé de me retrouver entre deux îles en plein océan Atlantique, avec un ouragan ou des queues d'ouragan, avec du vent qui souffle à 80-100 km/h et 3-4 mètres de vague de hauteur qui me pousse aux fesses. Donc, qu'est-ce qui me permet de tenir là-dedans? C'est que, un, j'ai les compétences, et deux, j'ai une perception de l'environnement qui finalement ne me met pas en panique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait comment est-ce que je perçois mes qualités, mes capacités, mes skills. On parle de soft skills en management ou en coaching. Comment je perçois mes qualités, mes capacités par rapport à comment je perçois l'environnement, l'objectif à atteindre. Donc effectivement, si vous mettez un débutant en stand-up paddle qui va louer son gonflable en Bretagne l'été dans une situation comme celle que j'ai décrite avec 100 km/h de vent et 4 mètres de vague en plein océan, il est possible que ça se passe mal pour lui, qu'il aille en panique et ça peut se passer mal. Et puis celui qui a vécu ça et qui a vécu plein d'autres choses avant, il va tenir la route et c'est là que peut se passer peut-être une expérience optimale où on ne fait qu'un entre son corps et son esprit. Voilà, donc ça, c'est ça qui m'a porté vers
alors la préparation mentale et puis l'équicoaching. Alors pourquoi, quel lien je fais personnellement? Peut-être qu'il y a des gens, des préparateurs mentaux qui ne font pas de lien avec les chevaux. Le lien que je fais moi avec l'équicoaching, c'est que pour être dans une performance écologique, durable, eh bien il est utile, il est important de contacter ses émotions. Et le cocktail émotionnel optimal, c'est celui où on va développer un niveau d'énergie adapté à l'environnement, un niveau de concentration et avec un niveau de calme qui correspondent dans l'instant T à la situation. Et alors, la concentration, en fait, ça veut tout et rien dire. En fait, ça ne veut rien dire, la concentration. C'est centré avec, hein, la concentration. Mais en réalité, la concentration, c'est sur quoi je porte mon attention, à quel moment. Hein. Et donc, on peut parler de concentration. Hein. Par exemple, quand on parle de multitasking, hein, vous voyez tous ces managers qui, en distanciel, vont faire 8 heures de Zoom et puis vont faire en même temps leurs emails, du téléphone, du SMS, etc. Et vous disent, ben, moi je fais tout, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire du multitasking. Et puis ben, en fait, non, on sait que ça n'est pas possible. On ne peut pas être dans une performance optimale si on fait plusieurs choses en même temps. Hein. Vous connaissez l'expérience du gorille invisible, hein, où on voit finalement ce gorille qui danse, où on ne le voit pas parce qu'on est en train de compter combien de passes font l'équipe blanche ou l'équipe noire. Hein, vous connaissez ça. Donc le rapport avec le cheval, c'est que d'abord, si on revient à la notion de leadership, si on observe un troupeau de chevaux, on a l'illustration d'un management consensuel. On est dans le leadership consensuel, c'est-à-dire que le leader dans un troupeau de chevaux, c'est celui qui est le plus calme dans un instant T, dans une situation particulière. C'est celui qui inspire confiance. Et même si on a des chevaux qui peuvent être plus dominants que d'autres, ça peut être un cheval qui n'est pas dominant, qui va devenir le leader parce que dans une situation T, il va être plus calme que le dominant. Et le dominant va finalement se mettre en posture d'utilité pour emmener les autres chevaux derrière le cheval dominé dans la situation T. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, il y a d'un côté le leader et le meneur. Ce n'est pas forcément la même chose. Hein. Il y a des gens qui travaillent notamment avec les chevaux, avec les moutons. On appelle ça sheep coaching. Alors, malheureusement, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en français, il y a l'expression qui existe, on n'est pas des moutons. Et ça ne fait pas de la bonne presse pour le sheep coaching, alors qu'en fait, c'est vraiment passionnant, puisque ça permet de faire la distinction entre le meneur et le leader. Et si vous voyez un berger travailler avec son chien, il va identifier quel est le mouton qui est le meneur et quel est le mouton qui est le leader, de manière à ce qu'en fait, il va envoyer son chien vers le leader pour que le meneur, finalement, emmène le gros du troupeau. Donc, finalement, c'est un peu le même fonctionnement que les chevaux. Mais pourquoi les chevaux, effectivement, hein, on disait des grosses dents, etc. Alors, oui, c'est imposant. C'est un animal symbolique, hein, ça représente la liberté. Enfin, dans la mythologie grecque, le chamanisme, enfin, il y a plein de références au cheval qui sont passionnantes, mais globalement, instinctivement, c'est quand même une grosse bête. Et donc, ça nous met en situation de vulnérabilité. C'est un animal qui est, dans sa vie sociale, assez proche de l'humain, c'est un animal grégaire, et puis c'est un animal de proie. Contrairement au loup, ou contrairement finalement à ce qu'on observe de nous-mêmes, hein, nous on est en train de prédater la planète,
Le cheval, c'est un animal qui fonctionne sur la fuite, il ne fonctionne pas sur l'attaque. Il peut éventuellement attaquer s'il ne peut pas fuir. En tous les cas, c'est un animal qui a une zone de confort qui est extrêmement précise. Et dès qu'il n'est plus dans cette zone de confort, il va fuir. Alors en plus, on a eu une chance d'avoir une équicoach qui s'est formée récemment. Et Karine, si tu veux partager ton expérience, vraiment tu es la bienvenue. Ce qui est fondamental, c'est que l'instinct du cheval fonctionne sur un autre concept que nous. Hein. Alors effectivement, je parlais un petit peu du système des couleurs avec Carlet, comme ça ne nous a pas échappé. Hein. La personnalité bleue fonctionne sur la peur aussi, comme moteur de comportement. La peur, contrairement au rouge, hein, qui sera plus la colère, ou le jaune la joie, ou le vert la tristesse. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que le cheval est plutôt d'un comportement bleu? Je n'irai pas jusque-là parce que le cheval n'a finalement pas un gros cerveau rationnel et va surtout fonctionner sur son cerveau, sur son instinct de survie, sur son cerveau limbique. Et c'est ça qui nous permet à nous humains, qui interagissons avec le cheval, de ne fonctionner qu'avec nos émotions immédiates. Et pas avec notre cerveau, pas avec nos drivers, nos injonctions, avec notre culture que l'on a reçue, avec nos masques sociaux. Et ça, c'est magique. C'est magique. Et c'est ça qui fait qu'en fait, lorsqu'on travaille avec un cheval, soit à titre individuel, soit dans une équipe, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Alors, je me suis formée il y a quelques années au co-développement et je trouve que ce qui merveille dans le co-développement, c'est que si on s'engage de manière authentique dans un processus de co-développement, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours cette intelligence collective qui monte et la mayonnaise qui monte. Et bien, avec le cheval, c'est pareil. C'est pareil parce que le cheval, il va tout de suite, comme un coach, hein, le cheval, c'est un coach, ça veut dire il va vous révéler l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Tu veux dire quelque chose, Karine? Alors, le cheval révèle effectivement l'effet miroir. Encore faut-il que quelqu'un soit capable de lire la réponse du cheval et de la restituer au coaché, parce que en fait, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout les chevaux ou très peu. Même les cavaliers, souvent, ne sont pas capables d'avoir ce recul. Ah, là, il renvoie quelque chose de moi-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cheval, on ne peut pas porter de masque. Le cheval ne ment pas et il a directement accès à notre état interne. C'est-à-dire qu'on peut arriver en disant ouh, tout va bien, et en fait en étant triste ou en colère, le cheval, lui, verra ce qu'on porte à l'intérieur et c'est à ça qu'il réagira. Le masque qu'on peut faire passer auprès de l'humain, lui, il est complètement. Il est invisible pour nous. Il ne voit que la colère, la tristesse, ou la vraie joie en tout cas, ou la défense, c'est à ça qu'il réagit. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Absolument, absolument. Karine a 100 fois raison, 1000 fois raison. Il y a le rôle du cheval dans l'équicoaching et il y a le rôle du coach. Et effectivement, le rôle du coach, c'est de faire son métier de coach. Alors, il a cette compétence de savoir lire les comportements de manière éthologique. Hein, qu'est-ce que ça veut dire un cheval qui dresse les oreilles? Qu'est-ce que ça veut dire un cheval qui s'agite? Et donc, on a cette lecture du comportementaliste. Alors, nous, on est des animaux comme les chevaux, mais en plus, on a cette capacité de raisonnement et de lecture du comportement animal, qu'il soit équin, le mouton, le chien. On connaît la psychologie des chevaux et la spécificité du comportement du cheval. Donc, il y a cette compétence éthologique et puis il y a cette compétence coaching. Et finalement, c'est ça les compétences d'un équicoach, c'est de savoir marier les deux et de questionner les transferts que le coaché qui suit une séance d'équicoaching peut faire entre ce qu'il ressent
quand il est au contact du cheval dans une situation inconnue, les ressources qu'il met en œuvre, qu'est-ce qui se passe en lui dans ses émotions, quelles ressources, quelle énergie, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour aboutir à suivre une consigne que l'équipe coach va lui donner. Et puis, comment cette personne peut transférer ce qu'elle a découvert dans l'atelier d'équipe coaching avec sa vie professionnelle. Et c'est là qu'est une des puissances, ou en tout cas un bénéfice, ou c'est comme ça que fonctionne l'équipe coaching, c'est faire vivre des expériences avec le cheval et comment je transfère cette expérience dans mon monde. Et c'est pour ça que l'équipe coaching est un outil parmi d'autres. Donc moi, c'est un outil qui me parle parce que je viens du monde du corps, je viens du monde de l'intelligence émotionnelle, et qu'on a devant soi un animal qui ne fonctionne que sur la base de son émotion. Et ça nous permet, nous humains, de faire un détour. Finalement, c'est un détour créatif entre le monde du cheval et mon monde humain. Des détours créatifs, il y en a plein d'autres qui sont utilisés par les coachs. Ça peut être la photographie, ça peut être travailler avec l'art, ça peut être travailler avec le photolangage. Tout ça, ce sont des détours créatifs. L'équicoaching est une forme de détour créatif qui passe par le corps, qui passe par l'émotion que l'on observe chez un animal et quel est le niveau d'énergie que je vais mettre en place pour obtenir du cheval une coopération. Et comment je vais reconnaître cette coopération, parce que c'est une grosse bête. Et tu parlais d'un cavalier qui fait une séance d'équicoaching. Parfois, les cavaliers sont les moins bons clients d'équicoaching parce qu'ils arrivent avec leur prénotion de « moi, quand je monte sur un cheval, c'est pour lui faire ce que je veux ». Et parfois, c'est pour eux une révélation. Parce qu'ils arrivent avec leur prénotion de cavalier et ils se rendent compte que quand ils sont plus sur les rênes, la selle et sans l'icole non plus, mais à simplement savoir engager un cheval, comment motiver, en fait, comment donner envie à un cheval de nous suivre vers un objectif qu'il ne connaît pas, et ben, ça demande, on s'en fout d'être cavalier. Alors on peut effectivement avoir cette connaissance éthologique, mais il y a beaucoup de cavaliers qui n'ont pas de compétences en éthologie. Et donc finalement, on touche là du doigt, qu'est-ce que c'est que le rôle d'un leader pour motiver quelqu'un, un animal, un autre humain, à nous suivre vers une direction, sans lui parler. Par un animal, ça ne parle pas, et sans le toucher. Comment est-ce que je fais pour, sans toucher un animal, lui donner envie de me suivre ou de faire un slalom? Enfin, il y a plein d'exercices qui permettent de contacter la confiance en soi, l'assertivité, la cohésion dans le groupe. On peut finalement toucher beaucoup de sujets qui tournent autour du management et du développement personnel, globalement, avec le cheval. Voilà ce que je pourrais dire en quelques minutes. Maintenant, si je ne veux pas trop parler, je ne sais pas combien de temps on a, mais... Je voulais que tu me dises, quelle est la différence qu'on fait entre un meneur et un leader? Quelle est l'activité que tu notes? Alors, si on parle de... Tu connais peut-être les types de leadership de Goldman, ce genre de choses. En fait, quand on va proposer un exercice sur le leadership, notamment à un groupe, on va observer que différentes personnes prennent différentes places selon les situations. Et on va observer des leaders qui vont plus être des leaders devant, des leaders visionnaires, ou des leaders plutôt derrière, ou des leaders plutôt participatifs ou coopératifs, tu vois. Et on observe finalement les 6 styles de leadership. Et le meneur, c'est un petit peu, on va dire, si je reprends peut-être une symbolique un peu travailliste, ça va être le responsable syndical.
Celui qui sait haranguer les foules et influencer et convaincre, alors que le leader, ça va être le leader charismatique, le visionnaire, le cerveau, par exemple. En complémentarité. Voilà, il y a une complémentarité. Ouais. En politique, on utilise beaucoup cette distinction entre leader et meneur. Hein. Si on essaie de ramener des gens dans son camp, on va non pas aller chercher à convaincre ceux qui sont contre nous, mais on va plutôt aller chercher les indécis. Et pour aller chercher les indécis, rien de mieux que de convaincre les gens qui sont plutôt de tempérament à l'écoute, en recherche d'harmonie. Si je reprends le modèle des couleurs, ce sera plutôt des gens à dominante verte. Hein. Je reprends souvent, je ne sais pas pourquoi ce matin j'utilise ce système, je crois que c'est les couleurs d'Arlet qui m'ont inspiré. Mais si on cherche à atteindre un but collectif et qu'on essaie de convaincre des gens ou de gagner des voix, par exemple en politique, on va d'abord chercher à convaincre des gens qui sont plutôt dans le vert, qui eux vont aller chercher des indécis. Et c'est ça, tu vois, par exemple, voilà, c'est ça. Un meneur, si c'est quelqu'un qui est plutôt dans le vert, il va plutôt être assez efficace. Donc, où est le meneur et où est le leader dans un groupe, ça s'identifie. C'est parfois pas les mêmes personnes. Et notamment le sheep coaching, le coaching avec les moutons, permet de mettre ça pas mal en lumière, à mon avis. Tu disais que le leader, c'est celui qui avait une vision, et quoi d'autre? Alors, le leader, il peut être visionnaire, leader coopératif, leader participatif. Hein. Je vous renvoie aux théories de Goldman sur les types de leadership. Ça peut être un leader coach. Alors, le leader coach, c'est ce qui se rapproche le plus du meneur. Oui, la différence est nulle, mais en tout cas, dans les styles de leadership, c'est plutôt le leadership coach qui se rapporte le plus à la personne qui va être capable de rassembler les personnes qui sont finalement dans la divergence et de créer une cohésion avec des personnes qui sont de différents bords, différentes personnalités, différentes compétences. Hein, et les groupes qui fonctionnent le mieux, on le sait bien, c'est les groupes qui sont les plus complémentaires les uns des autres. Harley. Bertrand, comment je me représente mal comment le client du coach, de l'équipe coach, peut comprendre ses propres émotions au travers de celles du cheval qui ne sait pas décoder lui-même. Oui. Comment ça marche? Alors, je t'inviterais bien à une séance de key coaching et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut se souhaiter, s'organiser pour les membres de la CDU, une séance de découverte de l'équipe coaching. Hein. On peut essayer de mettre en place parce que tu le vivrais par toi-même, tu le vivrais dans ton corps. Donc, ce que je peux te dire, ça peut être lié à ma sensibilité, à ce que j'ai observé, ça ne remplacera pas toi, comment tu vivrais cette séance. Mais globalement, si je reprends l'exercice que j'ai un petit peu décrit tout à l'heure, qu'on appelle l'engagement, peut-être que tu connais, Karine, qui consiste à, dans sa tête, se fixer un objectif et d'identifier un cheval et que ce cheval, finalement, j'engage une connexion avec lui pour qu'il arrive à me suivre à mon objectif. Eh bien, selon comment ça se passe, cet exercice qui paraît tout simple, il se passe des tonnes de choses, il peut se passer des révolutions dans le mental du coaché pour déployer finalement des compétences, des ressources et arriver à un niveau d'énergie et d'empathie avec un cheval qui fait que le cheval finalement va te suivre et que tu vas créer une alliance. Et en l'occurrence, dans cet exercice, hein, il y a plein d'exercices, on peut même inventer des exercices en fonction des problématiques que l'on a identifiées dans le groupe, dans l'entreprise ou chez l'individu. Dans cet exercice, il y a finalement 4 étapes. C'est 1, créer la connexion. Donc là, je crée une connexion avec nos Zoom Friends, mais je ne sais pas si finalement ils me voient. Je ne sais pas si j'arrive à capter leur attention. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si j'avais un signal, je verrais, ah tiens, là, je vois que Robert, là, j'ai peut-être catché son attention. Peut-être. Parce que j'ai dit son prénom. Est-ce qu'il y a un sourire? Est-ce qu'il n'y a pas un sourire? Je ne sais pas.
ça ressemble un peu à une sorte de spiritisme, hein, à distance. Esprit, es-tu là? Robert, es-tu là? Je ne sais pas, dans tous les cas, on est deux êtres vivants, le cheval et moi, qui avons on rayonne d'énergie. Et alors, on parlait de Linda Kohanov, hein, qui fait partie de la culture des chuchoteurs américains, c'est un petit peu mon inspiration. Chaque organisme vivant va vibrer d'énergie. Et quelqu'un comme Linda Kohanov, et physiquement, c'est prouvé, hein, qu'il y a des fréquences hertziennes qui sont émises par notre cerveau, par notre cœur, par notre estomac. Et le cheval, ces rayonnements, ils sont encore plus forts, c'est une grosse bête. Et on va dire qu'on crée un join-up. Le join-up, c'est le moment où on est en connexion, hein, l'énergie du cheval rentre en énergie avec l'humain, et donc on rayonne de manière excentrique, pardon. Et donc il y a un moment où on se rend compte que, tiens, j'ai l'attention du cheval, je me connecte. Et ça, c'est la première étape de connexion avec l'humain, avec Karine, que je regarde dans les yeux. Et à quel moment je vais sentir, j'ai un sourire là, ok. J'ai un sourire, là je sens quelque chose. À quel moment, deuxième étape, je vais l'engager vers mon objectif. Hein. Et comment je fais ça? Alors, il y a des exercices, hein, que je fais en salle, en formation management, avec un stylo, où chacun tient un stylo, peut-être que vous connaissez cet exercice. Comment j'emmène la personne qui veut garder ma relation, mon contrat de travail, hein, c'est en poussant le stylo. C'est finalement moi, en me mettant en situation d'inconfort, et en l'emmenant, en disant, alors il se passe plein de choses là, dans ces moments-là. C'est ça. Et là, une fois que j'ai donc connecté avec mon cheval, que je l'ai engagé, ensuite, il faut lui laisser la place. Il faut lui laisser la place, il faut lui laisser l'espace avec ce qu'il est. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche vite? Est-ce que c'est quelqu'un qui marche dans la joie? Est-ce que c'est quelqu'un qui marche au challenge? Est-ce que c'est quelqu'un qui marche plutôt à l'écoute, qui prend du temps, pas beaucoup de temps? Voilà, il faut laisser la place au cheval avec son tempérament. Et enfin, quatrième étape de cet exercice, c'est je reconnais, je félicite, je renforce positivement. Si je ne renforce pas positivement, qu'est-ce que je dis? Je dis stop. Hein, donc là, on est typiquement dans de l'analyse transactionnelle. Hein, c'est je renforce le comportement que je souhaite et j'éteins celui que je ne souhaite pas. Mais on reste finalement dans des positions d'adulte autonome à adulte autonome. Le cheval est quelqu'un de bien et moi je suis quelqu'un de bien. Et qu'est-ce que je fais lorsque je suis dans une situation d'inconfort où je me dis il y a des gens qui me regardent, j'ai peur, etc. Je me mets en position de moins. Hein. Et finalement, au bout d'un moment, pour développer le niveau d'énergie suffisant pour emmener un cheval, il faut que je m'affirme. Et donc, il faut que je me présente comme un adulte autonome qui est quelqu'un de bien et qui va y arriver. Et c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il y a toujours de la magie, enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe, hein, avec les chevaux. Je sais pas, tu penses que j'ai répondu à ta question? Très bien, ça donne envie de expérimenter. Oui, alors il y a Karine qui a posé une question. Ouais. Karine, ouais. Non, juste en complément de ce que tu viens de dire, en fait, les coachés qui viennent faire du coaching ne sont pas lâchés comme ça avec un cheval d'emblée, c'est-à-dire que déjà en général, on leur fait choisir un cheval. Ils ont le choix. Donc, ne serait-ce que par ce choix, les gens peuvent, voilà, il se passe pas mal de choses déjà sur lesquelles on peut travailler, ne serait-ce que le choix du cheval. Ensuite, j'imagine que tu fais ça aussi, il y a une petite explication sur comment fonctionne le cheval, très basique, mais savoir que le cheval, lui, recherche quoi? Deux choses, le confort et la sécurité. Donc voilà, ça c'est deux choses avec lesquelles tu vas pouvoir travailler dans la relation qui va être établie avec le cheval. Pour revenir sur ce que tu disais sur les champs énergétiques, on sait aujourd'hui, depuis un certain temps, qu'un cheval est capable de te détecter ta présence à au moins 50 mètres. On parle même de 300 mètres maintenant, c'est-à-dire que tu es invisible, lui il sait déjà que tu es là. On sait par quel sens? Par les vibrations, justement, par le champ énergétique que tu dégages. Et il y a un exercice qui est très extraordinaire à faire, c'est de mettre
de te mettre derrière un cheval qui ne te voit pas et de te demander d'augmenter ta présence ou au contraire de diminuer ta présence. Et tu vois la réaction du cheval qui ne te voit pas. C'est extraordinaire. Et donc, tu prends conscience de ta puissance, on va dire, énergétique. On prend par un coup de sabot. Mais c'est ça, Non, derrière un cheval, je veux dire, Ouais, du cheval, juste par la porte. Alors, on peut le faire en se rapprochant, mais le mieux, c'est de se rapprocher tout doucement et de demander à la personne, voilà, tu es là, augmente, enfin, je sais pas, débrouille-toi. En fait, dans des fois, nous, on ne sait pas comment les enfants. Mais débrouille-toi pour être plus présent. Voilà. Et ça, c'est un truc, ne serait-ce que ça, déjà, c'est extraordinaire. Et pour soutenir ce que dit Karine, effectivement, quand on commence, alors si vous souhaitez vivre une sorte d'équicoaching, ça passe toujours en première étape par vous donner le cadre, hein, bien sûr. Dans le coaching comme dans l'équicoaching, on est très haut sur le cadre et on va d'abord vous parler de la sécurité. La sécurité par rapport au cheval, c'est la priorité. Se prendre un coup de cheval, c'est tout de suite un genou cassé. Un sabot de cheval, voilà, ça peut être dramatique. Donc, vous êtes en sécurité avec des gens de chevaux. On est des gens de chevaux. Donc, ça nous permet ensuite quand on connaît le cadre libère, ça vous permettra ensuite de contacter ces ressources. Et ces ressources, c'est par exemple effectivement apprendre à respirer. Un cheval, c'est comme un lion. Si je sens que je vais attaquer, ok, on se concentre, on se contracte et on va attaquer. Si je suis stressé, le cheval il va le sentir tout de suite. Et tout de suite, il va se raidire et tout de suite, il va fuir. Donc, pour créer l'alliance avec un cheval, si moi je me rends compte que je suis stressé, ça peut être le rôle de l'équicoach de dire à son client respire ou prends une pause. Comment tu pourrais te mettre à l'aise? Prends ton temps. Quelle est la bonne distance pour créer cette connexion avec le cheval? On va avoir des chevaux qui connectent à 10 mètres, on va avoir des chevaux qui connectent à 5 mètres. Tu voulais dire, Julie? Oui, moi j'ai une question de savoir parce que, alors moi déjà je trouve que c'est une super conférence. C'est-à-dire que je pense que dans la tête de certaines personnes, l'équicoaching pouvait relever un peu de l'événementiel. Et je me demande dans quelle mesure au début il n'y a pas eu des équipes, genre des responsables d'équipe qui sont dit allez on va se faire un petit peu d'équicoaching, genre on a team building, avec justement des expériences violentes, soit pour certains membres de l'équipe, voire pour le manager de l'équipe, qui justement avec le cheval se prend la risée de tout ce qu'il ne faut pas faire entre guillemets vis-à-vis de l'équipe. Et donc, tu parles de cadre, etc. Je voulais savoir dans quelle mesure vous avez déjà vécu en accompagnement comme ça, des situations où finalement le contact de l'équipe avec le cheval renvoie tellement de choses, des dysfonctionnements de l'équipe, que ça pète. Comment vous réagissez? Alors, je peux te répondre, effectivement, dans l'équicoaching, on voit de tout et on voit aussi des événements qui sont plutôt finalement une mise au vert. Et on va passer une bonne journée avec les chevaux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une qualification. Si on veut bien faire son travail et que ça se passe bien, on peut faire une très bonne journée de team building et de cohésion et de mise au vert. On ne fera peut-être pas les mêmes exercices, on ne va peut-être pas rentrer dans la même profondeur, dans le même questionnement. Mais on peut faire des ateliers qui soient ludiques et qui ne mettent personne en situation d'échec. On va quand même créer ce cadre de bienveillance. Moi, j'ai déjà vécu des séances d'équicoaching parfois difficiles. Et parfois difficiles de par le coach qui m'avait envoyé le client. Parfois, on a des jeux psychologiques à déconstruire entre le coach qui va nous envoyer un client. Ça arrive, c'est presque un cas d'espèce, mais et j'utilise le terme dramatique parce que je trouve que c'est assez approprié. Cas d'espèce, un coach m'appelle et me dit écoute, j'en suis à la 8e, 6e, 7e séance avec ce client et je pense que ça serait vraiment bien de travailler avec
avec les chevaux parce que je trouve que ça avance pas trop et je suis sûre que toi, tu vas peut-être y arriver. Quelque part, c'est ok. Déjà, voilà. Et puis, moi, je suis quelque part la victime, et deux, toi, tu vas être mon sauveur. Okay, alors déjà, tout de suite, il faut vraiment déconstruire ça, parce qu'en plus, il n'est pas du tout impossible. Et là, on revient finalement à ta question, je pense, c'est si j'ai pas envie que je vais dans une séance d'équipe-coaching juste pour me marrer, il ne va pas se passer les mêmes choses que si je viens avec une attitude de remise en question personnelle et vraiment je m'y implique. Et parfois, ça demande une séance individuelle et pas une séance collective. Encore une fois, il s'agit de bien qualifier le besoin. Et donc, ça peut passer par des entretiens préliminaires. D'accord. Des entretiens au téléphone ou finalement passer une demi-journée le matin pour qualifier le besoin, créer cette alliance, créer cette bienveillance. Et puis ensuite, travailler avec les chevaux. Parce qu'effectivement, sinon, on peut tomber facilement dans des jeux psychologiques de sauveur, victime, bourreau, etc. Et puis, alors, pour peu que le gars se barre, le client finalement se barre, et puis du coup, je me dis, ah bah tiens, moi, je m'étais mis la pression parce que j'ai accepté cette position de sauveur. Le gars se barre, du coup, finalement, c'est le coach qui passe en bourreau, qui va, ah bah tu n'y es pas arrivé non plus, vraiment. Et du coup, je dis, ah bah ouais, je suis une merde. Et du coup, je me deviens victime. Donc voilà. Ouais. Moi, je voulais revenir sur l'état émotionnel de la personne qui arrive et qui peut être stressée et que, en fait, le cheval, il est dans la sécurité, il recherche la sécurité et le confort, et qu'avec une personne, n'y arrive pas. Ça ne se passe pas. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Pas d'adhésion en fait entre le cheval, il n'y a pas la connexion, elle ne se fait pas. Parce qu'une personne vient avec des émotions que le cheval ressent et qui repousse. Cette situation-là est une situation qui se questionne. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu fais de ce que l'on observe? Ça ne fonctionne pas. Alors, si tu ne fais vivre que l'échec, il faut être assez fort. Si tu vis un échec quand tu viens découvrir l'équipe-coaching, ça peut être un petit peu comme un mauvais film, enfin un très bon film, mais qui est très dur. On se dit, j'ai détesté cette séance d'équipe-coaching, et puis 3 jours après, non, c'était bien en fait. Parce que ça m'a permis de me remettre en question. On va quand même partir d'un postulat de psychologie positive, c'est-à-dire de tirer tout ce qui s'est bien passé. Et quand on voit qu'un client a beaucoup de mal, on ne va pas le laisser 10, 20 minutes, 30 minutes à essayer d'engager un cheval qui ne veut pas être engagé. Donc on va généralement aussi changer les chevaux. On va travailler souvent avec des chevaux dont on pense que ça peut bien fonctionner. Avec ce qu'on a pu percevoir, par exemple, le matin, et de ce qu'on connaît de ces chevaux. Et il y a des chevaux qui ne vont pas fonctionner avec tel type de personne, donc on ne les met pas. Et si le cheval n'a pas envie de travailler, parce qu'il a une boiterie, etc., au bout de 30 secondes, on va le changer. C'est pour ça qu'il y a une infrastructure qui est importante dans l'équipe-coaching. Il faut qu'il y ait des chevaux en bonne santé, des chevaux qui soient aptes à travailler et des chevaux qui soient différents dans la personnalité pour pouvoir régulièrement en changer. Un cheval, on ne le fait pas travailler plus de 10 minutes d'affilée. Donc, en fait, dès qu'on a 3, 4, 5 personnes, on va travailler avec 2, 3, 4 chevaux. Voilà. Mais si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'est tout justement le talent du coach de recycler l'échec, puisque l'échec, en fait, il est, l'humain le perçoit comme un échec, en fait, c'est pas un échec. En termes de langage cheval, c'est pas un échec, juste il n'a pas connecté, il n'a pas suivi parce qu'il était ni en confort, ni en sécurité, ou je sais pas. Après, c'est justement, ce truc-là est complètement recyclable si le coach l'amène de façon à faire réfléchir la personne sur ce qu'elle dégage, son énergie, etc. En fait, même un truc qui ne marche pas peut déboucher sur quelque chose de très très positif. Et en fait, ça n'a finalement rien à voir avec le cheval.
là, on est en train de parler des vertus de l'échec. Que ce soit avec un cheval, avec une peinture, avec une poterie, avec une production humaine, quelle qu'elle soit. Là, on produit une relation avec un cheval. Cette relation, qu'est-ce qu'elle est? Et puis, souvent, on a du mal à se rendre compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est OK que ça se passe mal avec ce cheval. Je ne suis pas obligée de te plaire et je peux ne pas t'aimer, toi, cheval. Parce que tu es ce que tu es et moi, je suis ce que je suis. Et c'est la partie de l'iceberg. Il y a le comportement observable et puis ensuite, il y a la partie immergée qui sont nos motivations, nos valeurs. Comment est-ce qu'il y a des chevaux qui sont... moi, j'ai vécu des relations avec des chevaux que j'ai jamais aimés parce que j'ai toujours trouvé fourbes. Pourquoi ça fonctionnait pas? Je connaissais pas forcément l'histoire du cheval. Il y a peut-être eu des mauvais traitements ou des choses comme ça. Oui, chacun son bien avec son histoire. Mais bon, on fait avec, ou aussi on peut choisir de ne pas faire. Oui, Harley. Bertrand, est-ce que avec si l'on peut dire, avec un cheval qui communique plutôt bien, pas un fourbe, est-ce qu'il y a obligatoirement un état émotionnel de moi, client du coach, qui va me permettre d'entrer en connexion avec le cheval? Est-ce qu'il y a spécifiquement un état émotionnel qui permet de communiquer avec le cheval par opposition avec des comportements, des états émotionnels qui ne permettront pas cette connexion? Ok. Alors, si je comprends bien ta question, je répondrai que il y a un état émotionnel à identifier qui passe par un certain niveau d'énergie, un certain niveau d'attention, un certain niveau de calme qui est à adapter à ce que l'on perçoit de la relation au moment où on est en train de la créer avec ce cheval. Comme je suis en train de te regarder, peut-être que tu bouges pas beaucoup et je dis je vais peut-être aller trouver le ton de voix, le niveau de connexion qui fait que là je sens que je capte quelque chose. Ok, mais si tu fais ça, c'est indépendant de mon état émotionnel à moi. Je me demandais dans quelle mesure, toi, coach, tu peux intervenir sur mon état émotionnel pour me mettre quelque part en ligne avec une connexion optimisée ou optimale avec le cheval. Alors, c'est la différence justement entre le conseil et le coaching. Je pense que, puisqu'on est quand même, en tout cas moi, je suis plutôt un adepte de la psychologie positive, je vais déjà, quand tu donnes un cadre, tu vas donner des conseils pour approcher un cheval. Tu vas lui dire, quand tu ne connais pas les chevaux, si tu veux connecter avec lui, tu peux lire ses mouvements d'oreille. Si tu vois que ton cheval il fait ça, c'est que tu as son attention. S'il reste comme ça, c'est que tu n'as pas son attention. Donc en fait, on va déjà travailler entre humains sur comment est-ce que je fais, comment est-ce que je reconnais que le cheval il a ton attention ou pas. Alors, tu vois? Ok, mais là tu me permets à moi de décoder ce qui se passe chez lui. Oui. Je me demandais, comme tu disais que le cheval émet des ondes et que moi aussi, je me demandais s'il y avait possibilité de travailler sur ce que j'aimais moi. Je ne parle pas de la connexion visuelle ou de ce que je comprends de lui, pour faire en sorte que la connexion puisse se faire. En fait, ma question c'est derrière, moi je pratique la cohérence cardiaque et je me demandais dans quelle mesure, voilà une solution. En baissant ma pression émotionnelle, exactement, en travaillant avec les émissions électromagnétiques de mon cœur, exactement, je suis capable juste de maximiser ma capacité à communiquer avec lui simplement par la manière dont je suis émotionnellement. C'est exactement ça, et c'est d'ailleurs ce que Karine a très bien dit tout à l'heure, c'est comment est-ce que tu vas apaiser ton esprit en respirant, en ralentissant ton rythme cardiaque, et ça tu peux le faire avec d'autres outils préalables, comme la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, la méthode Wim Hof, les respirations profondes. En tous les cas, ça va te permettre de vibrer différemment et peut-être de vibrer en meilleure harmonie avec ton interlocuteur, qu'il soit un animal ou un humain. Bertrand, tu parles au cheval
Ça dépend. Il y a des gens qui parlent, d'autres qui ne parlent pas du tout. Alors en fait, c'est comme tout, hein, on va dire 97%, comme en PNL, hein, enfin, 97% de ta communication, elle ne va pas passer par ce que tu dis. D'abord, le cheval, s'il peut être conditionné avec certains mots de vocabulaire ou quelques... Voilà, et ça, c'est des langages. Dans tous les cas, il va être beaucoup plus sensible à ce que tu émets et à ta communication non verbale qu'aux mots que tu utilises. Il y a des personnes qui vont rien dire, pas émettre un son, et qui, par leur posture, par leur vibration, par leur respiration, vont engager un cheval de manière bien plus efficace que quelqu'un qui va s'exprimer, dire « Allez, on y va, Coco, allez, hop, on y va !» ou qui va prendre la chambrière et puis l'utiliser comme un fouet. Ce qui veut dire, quand tu dis, est-ce qu'il y a une préparation avant Oui. Une séance avec le cheval, c'est-à-dire que tu vas donner des codes aussi, hein, pour que la personne puisse déjà un petit peu repérer les choses. Mais tu vas essayer de faire quand même une introduction, déjà voir un peu dans quel état émotionnel est la personne, peut-être un travail un petit peu en amont pour ensuite travailler de manière la plus efficace avec la personne et le cheval qui pourrait être adapté. Donc effectivement, il y a les deux. Il y a les deux. On va donner ce cadre sur comment on se comporte avec un cheval quand on ne connaît pas. Et puis, avant de découvrir un exercice, finalement de se mettre dans une zone de vulnérabilité où on va se confronter à soi-même par rapport à l'objectif qu'on se fixe avec le cheval, c'est dans quel état émotionnel tu te sens. Est-ce que tu visualises l'objectif? Est-ce que tu as compris? On peut faire un exercice de cohérence cardiaque, on peut faire un scan, un scan corporel. Qu'est-ce que ton corps te dit? Est-ce que tu perçois les différentes séquences de l'exercice que l'on va faire? Tu vas passer ton cheval d'abord au pas, ensuite au trot, ensuite au galop, puis tu vas le repasser au pas, puis tu vas faire un changement de direction. Est-ce que tu visualises toutes ces étapes? Et donc là, on est typiquement dans un exercice de préparation mentale. Hein. On est soit dans de la visualisation externe, soit interne, selon comment on fonctionne. Et c'est pour ça que ça me parle, moi, parce que j'utilise les outils de la préparation mentale avec le cheval. Donc tout ça, finalement, c'est... Donc il y a une phase de préparation, effectivement. Voilà, c'est un outil comme un autre qui résonne en moi, comme d'autres outils peuvent résonner en vous, comme ça résonne chez Karine, voilà, par rapport à nos sensibilités, notre signature de coach. Oui. Oui. Simplement, est-ce que tu montes sur le cheval? Jamais. J'ai posé la question. Surtout pas. Donc tu montes pas sur le cheval, hein, Parce que quand tu parles de galop, tout ça, le galop. C'est ça. Tu fais. Non. Alors comment tu fais galoper le cheval si tu es sur lui? Eh bien, viens et tu pourras le faire par toi-même. Mais pourquoi en fait? Le visualiser quoi? Alors en fait, c'est quelque chose qui est très personnel parce que je ne vais jamais te dire comment mettre ton cheval au galop. Alors peut-être je te montrerai, moi je vais faire des démonstrations comment on met un cheval au galop, mais généralement on va d'abord utiliser son corps. Hein, moi je viens du corps, comment est-ce que je donne envie à quelqu'un de me suivre? Comment je donne envie à un cheval de suivre? Je vais l'aspirer, d'accord? Et puis je peux utiliser une extension de mon corps ou un argument qui peut être une badine ou une chambrière. Pas pour le contraindre, pas pour lui dire attention, tu vas prendre un coup de fouet, mais simplement comme une extension de mon corps. Et du coup, cette chambrière, elle n'est pas là comme un outil de contrainte, mais comme une extension de mon corps, c'est viens, on y va. Donc voilà comment on peut mettre un cheval dans différentes allures sans le toucher. Et si je veux ralentir un cheval qui est au galop, que j'ai mis au galop parce que je lui ai donné envie, il a eu envie de me suivre dans cet élan que je lui ai donné. Voilà. Et là, il va sentir. Il va le sentir sans Il va le sentir. Il va le sentir. Il déteste le retour. Il va sentir Il va acheter un cheval. et il y a des
Tu peux te Ça retrouver. sortira du CAD coaching. On n'a pas parlé du CAD coaching. Oui, bah moi j'ai dit à Harley que je comptais monter une activité de CAD coaching. D'ailleurs, elle en a 4. Non, moi j'en ai un, je peux en prêter un. Mais tu vois, j'épouse tout à fait l'idée de faire du CAD coaching. Moi, j'ai une passion pour les chiens depuis j'ai 54 ans, depuis 50 ans, on va dire. Et je me rends compte que régulièrement, je me suis rendu compte à une époque que je coachais les maîtres en parlant d'éducation canine. Donc, combien de fois j'ai discuté de gérer ma colère par rapport à un jeune chien qui fait des conneries. En fait, en éducation canine, on n'éduque pas le chien. C'est le maître qui s'éduque par lui-même, avec le questionnement du coach éventuellement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'éducateurs canins qui utilisent les outils du coaching. Mais c'est typiquement quelque chose qui peut se faire. Moi, je le fais de manière informelle. Je le reconnais que je le fais. Je me rends compte, ah oui, mais là, on est dans le coaching. On n'est pas dans l'éducation canine, on n'est pas dans l'enseignement. On est vraiment dans le permettre d'apprendre plutôt que dans l'enseignement. Voilà. Mais moi, je voulais revenir à la notion de monter sur le cheval Oui. ou pas, parce que j'y verrais, moi, depuis l'extérieur, presque 2 niveaux en fait, d'approche. Une première approche de communication avec au même niveau que les chevaux, mais il se passe autre chose quand on est dessus. Il reste une communication quand même. Oui, et il y a différents styles de monte. La monte militaire, ça va être une monte qui est très cadrante, très autoritariste. La monte western ou la monte éthologique, on va être dans un respect du cheval. Et d'ailleurs, on n'utilise pas les mêmes outils. On n'utilise pas les mêmes licoles, on n'utilise pas les mêmes selles. Ou l'équifile, où on peut être avec une longe ou à main, on ne va pas faire les mêmes choses. Donc, mais monter sur le cheval, c'est quand même déjà une prise de position. Le cheval n'est plus en liberté. Alors, on peut dire que le cheval n'est plus en liberté en équicoaching dans la mesure où il est déjà dans un manège fermé, donc on le contraint. Donc, il faut quand même trouver le juste équilibre, si tu veux. Un cheval, ça passe entre 16 et 17 heures par jour à manger. Donc, si tu fais une séance d'équicoaching dans un pré ouvert, il y a peu de chances que tu attires son attention parce qu'il y a quand même l'instinct de la bouffe, quoi. Voilà. Bien. Bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, avec plaisir. Sinon, alors, ouais. J'en ai 2. D'accord. La première, tu nous as dit qu'on pourrait envisager quelque chose ensemble par rapport aux membres de la CDU. Dans quelle mesure tu peux nous proposer quelque chose, je ne sais pas, format une demi-journée, une journée ou 2 heures, je ne sais pas comment ça marche, et avec combien de personnes au maximum? Oui, première question. Alors, un coach, un équicoach peut travailler avec un groupe de 4 à 5 personnes. Et au-delà de 4 à 5 personnes, il va se faire assister par ce qu'on appelle un horse handler. Alors, c'est le monocle pour dire palefrenier, mais le rôle du horse handler, il est absolument critique parce qu'il doit, finalement, comme on change des chevaux, ça nous permet, nous, équicoach, de garder ce lien, cette relation, et avec les chevaux et avec les coachés. Et si on est obligé de changer de cheval, il faut absolument garder ce lien. Et donc, on sait qu'on a son horse handler qui va nous amener le cheval dans les 30 secondes où on en a besoin. Pour ne pas être pollué par de la logistique. C'est ça. Donc, en fonction du nombre de personnes, on pourra trouver la logistique adéquate, c'est-à-dire le nombre de coachs ou d'équicoachs qu'il faut, de horse handler, et puis le lieu. Et ça veut dire, pardon Bertrand, que ça peut être 3-4 qui est un groupe théorique qui fonctionne, mais ça peut être 12 aussi? Oui, ça peut être 12. À ce moment-là, on fonctionnera avec 2 équicoachs probablement. D'accord. Donc, question induite, mais ce n'était pas ma deuxième question, du coup, ça me fait penser à quelque chose. Comme il y a toi, les installations, le cheval, il
il y a un coût, j'imagine, Bien sûr. de mise en œuvre. Bien sûr, il y a un coût de mise en œuvre. C'est de quel ordre? L'allocation d'un centre d'équicoaching, c'est entre 1000 et 1500 euros par jour. Par jour. Selon, alors en province, c'est peut-être un peu moins cher. Autour de Paris, c'est le tarif entre 1000 et 1500 euros par jour. Ensuite, en fonction du nombre de personnes que l'on est, ou si on fait qu'une demi-journée. Ensuite, si on fait, voilà, si je peux obtenir un tarif promotionnel, je le ferai avec plaisir. Cette tarification, elle comprend ta prestation? Elle comprend, non, que l'allocation du centre et des chevaux. D'accord. Et donc, globalement, en fait, si on est 4, on divise par 4. Bon, alors, on divise ça par 4. Ensuite, faut voir qui est intéressé, pourquoi et comment. Oui. Est-ce que moi, j'ai envie de travailler gratuitement? Je peux poser la question. Ouais. Je n'avais pas pensé. Deuxième question. Dans quelle mesure, dans quel type de situation, moi, coach qui ai des clients, je peux décider, salut Juliette, dans quelle mesure je peux décider de t'appeler pour te faire intervenir avec un de mes clients et pas pour te mettre ni en position de victime, de sauveur ou voire de bourreau ensuite. J'ai bien compris que toi tu le serais normalement pas le bourreau, mais on ne sait jamais. Quelle est la situation et comment tu pourrais intervenir avec un de mes clients que je suis en train de coacher? Ou est-ce que c'est simplement, j'ai un de mes clients, ex-clients, qui pourrait être intéressé par l'équicoaching, auquel cas je te l'envoie? De la même manière que le coach va proposer à son client des pistes de réflexion, oui, soit avec de l'analyse transactionnelle ou un exercice de PNL ou du walking coaching en forêt, etc. Il peut envisager, parce qu'il connaît lui-même l'équicoaching et il voit ce qu'on peut y faire avec, de dire, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de travailler, de faire une séance dans notre parcours de 8 séances de coaching traditionnel, qu'il y en ait une, ça peut être dans 15 jours, 3 semaines, avec un équicoach pour travailler avec les chevaux, pour contacter les sujets différemment. Les sujets qui tournent autour souvent de l'intelligence émotionnelle, de l'assertivité, du leadership, ce genre de choses, savoir poser des limites. Ça, ce sont des sujets qui sont privilégiés, on va dire, dans l'équicoaching. Et du coup, si en tant que coach, tu as envie de proposer ça à ton client, il peut disposer, dire oui, ça m'intéresse ou pourquoi pas. Et ensuite, on essaie de monter ça. Ok. Le format pour un client qui viendrait toucher du doigt ses émotions? Ça serait un format d'environ 2 heures. 2 heures. Ouais. 1h30, c'est le minimum. Enfin, 2 heures, c'est bien. D'accord. Parce qu'il y a justement savoir poser le cadre, mettre en sécurité, questionner, débriefer. 2 heures, c'est bien. Okay. Et puis, une personne, généralement, on va travailler avec 2 chevaux. Ok. Ouais. Et du coup, je n'ai pas besoin de Horse-Handler. Bon, je voudrais profiter de ce qu'on entend là pour demander à Marie, à François, à Nathalie, si vous avez des questions à poser. Oui, moi j'ai des Nathalie questions. a secoué la tête, on dirait que non. Robert, il veut parler dans Ouais, je suis là. Bonjour. Alors j'entends Robert, voilà. Oui, j'entends. C'est François qui s'appelle Robert, d'accord. Voilà. Ok, François, on t'écoute. J'avais une question, j'ai peut-être loupé une intervention à un moment donné. Lorsque tu te déplaces sur un lieu, tu te déplaces avec tes chevaux ou François, les 2 cas de figure. Alors la question de François, c'est lorsque tu te déplaces sur un lieu, est-ce que tu te déplaces avec les chevaux ou pas? Les 2 sont possibles. Il m'est arrivé, là, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Montpellier. J'ai travaillé avec une équicoach de Montpellier avec 16 chevaux à elle, que je connais. Donc en fait, les 2 cas sont possibles. Si tu dois amener ta cavalerie, c'est aussi possible. Il m'est arrivé d'amener ma cavalerie dans différents sites, notamment en forêt de Fontainebleau. D'accord, ok, ouais. Très bien. Ensuite, c'est une question de coût, de logistique. Hein. Oui, pas uniquement, j'imagine, parce que peut-être que les chevaux, il faut qu'ils soient. Le tempérament du cheval, le comportement du cheval est important. Donc, on ne peut pas travailler avec n'importe quel chevaux, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. On peut avoir une écurie et avoir 15-20 chevaux et pour autant,
j'ai peut-être pas la certitude que tu puisses travailler avec les chevaux en coaching, tu vois. Oui, absolument. Il faut connaître ses chevaux et donc avant de travailler avec des chevaux, il faut les évaluer. D'accord, très bien. Voilà. Mais a priori, s'ils sont des chevaux qui ne sont pas cassés par le club et qui ne sont pas agressifs, et qui sont en bonne santé, c'est quand même la base, quoi, hein. Mais Voilà. il m'est arrivé de travailler avec des chevaux très compliqués, notamment des chevaux de compétition en attelage, Ouais, et on ne fait pas les mêmes exercices avec des bien chevaux sûr. de compétition qu'avec des chevaux plus paisibles. Je pensais, alors je m'excuse pour les autres participants parce que je suis dans l'équitation, enfin je suis sensibilisé par le monde de l'équitation et je pensais notamment peut-être à des écuries de propriétaires, à des chevaux, à des propriétaires qui ont des chevaux qui veulent peut-être améliorer leur communication avec leurs chevaux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse dans le cadre du coaching, à les aider à développer leur communication quoi, avec leurs propres chevaux? Alors, ça intéresse souvent les cavaliers d'améliorer leur relation quand ils connaissent un problème dans leur progression ou à un moment de leur couple, on va dire, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et à ce moment-là, ils peuvent être ouverts à faire quelques séances d'équicoaching. Et donc, on ne va pas être dans la montre du cheval, mais on va être dans rétablir l'alliance avec son cheval. Donc, actuellement, pour te dire, en fait, actuellement, je coach une cavalière qui connaît des problèmes avec son cheval à cause du Covid, parce qu'avec le Covid, ils ont été éloignés de leurs chevaux. Et donc, après le premier confinement, la cavalière n'arrivait plus finalement à contacter son cheval. Elle n'arrivait même pas à aller le chercher dans le pré. Et donc, on a mis quelques temps à rétablir l'alliance. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est variable. C'est variable. Comme au coaching. Ça peut être une séance ponctuelle, ça peut être 3-4 d'affilée. Voilà, bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Bon, et en fait, tu as enregistré là? Oui. Bon, ben, j'enlève mon truc et mon machin que je remettrai après parce que quand même, il y a le Covid qui roule. Je me regarde comme si je pouvais me voir, mais chaque fois que je tourne la tête, je vois que j'ai la tête qui tournait et je me vois plus finalement. Donc c'est, enfin, je vous vois plus. Ça te permet de voir si tu es bien Alors, derrière. Ouais, j'en parlais avec Claire. Finalement, c'est assez chiant. Il vaut mieux que je regarde devant moi. Je ne vois pas qu'il commence à m'en manquer 2 ou 3 derrière. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à Bertrand, c'était hyper intéressant. En tout cas, moi, ça me donne envie de parler cheval et d'aller voir comment mon cœur peut communiquer avec le cheval d'à côté. J'adorerais ça. Et il faut absolument qu'on gamberge un truc pour que tu nous proposes quelque chose, quel que soit le nombre d'ailleurs, même s'il y a juste des spectateurs, mais je pense que c'est forcément sympa. Et d'autant plus enrichissant pour moi que pour moi, je te l'avais dit, les chevaux, ça a de gros trous de nez et déjà, c'est impressionnant, j'ai envie de leur faire ça dans le nez, mais je ne sais pas trop la manière dont ils peuvent le prendre. Et du coup, j'ai peur de leurs grosses dents. Oui. Je ne suis pas sûr que une séance puisse accepter un public. Je pense pas, non? Alors, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, mais on verra, on en reparlera, on verra 3-4 personnes comment on peut le faire. Et s'il faut faire plusieurs sessions, on envisagera ça. En tout cas, on va y réfléchir. Donc, merci à toutes et à tous. Je clôture le truc. Je dis au revoir à nos petits camarades qui sont encore là. Merci à tous. Il y a Nathalie et François. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous tous. Et donc, à nouveau, à Bertrand. Merci. Merci à vous. Merci.